ne parlez pas la langue, vous n'êtes pas sénoufo? On perd juste qu'on n'est pas sénoufo. Ils sont nombreux, ils sont nombreux ceux qui ne parlent pas bété, qui ne parlent pas sénoufo, qui ne parlent pas agni, mais qui sont à l'origine. L'autre l'a dit tout à l'heure, l'autre l'a dit tout à l'heure, c'est la langue parlée qui identifie l'individu. L'autre l'a dit tout à l'heure, il y a un jeune homme qui l'a dit tout à l'heure, que quand il veut communiquer avec son parent pour ne pas se faire comprendre, il a des difficultés à le faire. Ils sont obligés de parler le français. Oui, bon voilà, ils sont en train de parler une autre langue, ils peuvent se comprendre. Et puis, bon, je vous avoue que j'ai du mal à être convaincu que je ne comprends pas mon ethnie, je perds quelque chose, que je suis condamnable. Oui, monsieur Adon. C'est bien dommage, parce que, voyez-vous, c'est seulement en Afrique que ce genre de débats-là ont lieu. Dans les pays développés, ils ont déjà dépassé ça, parce qu'ils sont convaincus de l'importance de la langue. Mais la question que vous me posez est un peu identique à celle qu'on pourrait poser à un poisson qui est dans l'eau. Cher poisson, qu'est-ce que l'eau dans laquelle vous êtes vous apporte comme intérêt? Il aura du mal à vous répondre, mais on va essayer. La première des choses, les uns les autres l'ont dit, il y a l'identité et l'enracinement culturel. Mon cher Fofana, connaissez-vous une créature sur cette terre qui n'a aucune origine, qui n'a aucune identité, qui n'est pas liée à quelque chose? Ça veut dire que lui, il suit les autres comme ça, sans enracinement. Et dites-vous que la nature que nous voyons est le langage de Dieu. Quand vous avez un arbre, vous avez des racines. Ça veut dire que, et l'adage est bien à propos, un homme sans culture est comme un arbre sans racines. Vous savez très bien que la théorie est juste, mais la pratique... Oui, mais la pratique... Mais, dans la pratique de tous les jours, mais dans la pratique de tous combien de personnes nous rencontrons pas qui ne parlent pas leur ethnie et qui sont en l'aise comme vous et moi. Laissez-moi vous dire que la société que nous avons aujourd'hui est le fruit de l'éducation occidentale. Mais vous n'avez jamais décrié le manque de respect, l'immoralité, le sida qui fait rage. Là encore, je ne suis même pas d'accord avec vous. Laissez-moi finir. Ce serait difficile que vous démontrez que le monde occidental n'est pas respectueux. Mais justement, comme nous avons des valeurs... Un petit Français est aussi respectueux qu'un petit Ivoirien. Ah non, il est respectueux. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chaque peuple a sa façon d'éduquer ses enfants. On est d'accord totalement là-dessus. Chaque peuple a sa façon d'éduquer. Et la connaissance qui doit être transmise est basée sur des techniques que les ancêtres, les aïeuls, ont pu mettre en place. Par exemple, quand chez nous, en Pays Bron, par exemple, vous avez le langage tambourinais. Mais le langage tambourinais, c'est quand l'enfant maîtrise le langage tambourinais, mais c'est une source de... C'est un sage... oui, ce que vous dites est juste, mais le petit Écossais, lorsqu'il porte une jupe, il ne se sent pas non plus... Ah non. Il ne se sent pas non plus... Mais il y a une norme. Il y a une norme, je suis désolé. Il y a une norme. Quelle est la norme? Est-ce que, aujourd'hui, au nom de la mode, nous voyons la jeune féminine qui se promène presque nue aujourd'hui. Est-ce que vous allez me dire qu'au nom de la liberté, eh bien, il faut laisser cela? Mais il y a une norme. Et c'est au nom de cette norme-là que nous devons juger les choses. Même là encore, la norme, je pense qu'elle est relative. Ah non, elle n'est pas relative. Elle n'est pas Selon du tout la relative. société où nous sommes, il y a certaines choses qui sont normales pour nous, d'autres non. Mais justement, je pense que le fond de la question, c'est de savoir, moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que je recherche sur cette terre? Est-ce que je suis venu pour emmagasiner vous avez parlé de la norme, je vous dis ce qui est normal chez un Abro n'est pas forcément normal chez un BT. Il y a des cultures où les gens se partagent les chaussures, les chemises et tout. Il y a d'autres cultures où c'est inimaginable, en Côte d'Ivoire. Mais justement, c'est pour ça que je parle. C'est au nom de la source principale de la sagesse que chaque peuple doit pouvoir instaurer. Sinon, on ne parlait pas de morale. Très bien. Voilà. D'accord, je comprends votre point de vue. Voilà. Et le professeur Frimé a bien envie de réagir. Je vais réagir quand même, parce que si on adopte votre logique, c'est-à-dire que peu importe sa langue maternelle, on peut parler notre langue,
on aura le résultat où chacun peut... C'est justement ça, cette attitude qui entraîne la perte des langues, la disparition des langues. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le phénomène est assez grave. On a sur 6000 langues qui existaient, chaque année, il y a des langues qui se perdent. Parce que chacun dit, c'est pas important, je vais parler une langue majoritaire, une langue internationale, et c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui se fait? C'est ce qui entraîne justement, c'est ce qui explique pourquoi les langues... Pour ça, moi, je fais juste un constat. Vous êtes pour ça, je constate tout simplement qu'à l'université, on n'apprend pas le BT, qu'on n'apprend pas l'ANI, qu'on apprend l'anglais, le chinois même. Voilà, c'est un constat que je fais. Ce n'est pas ma position individuelle. Nous sommes d'accord avec vous, mais c'est pour ça qu'il y a tout ce mouvement à l'heure actuelle. Il y a un mouvement au niveau de l'UNESCO, il y a une volonté politique mondiale de mettre frein à un phénomène assez grave. Ce n'est pas que parce qu'il y a une couche de zone qui se perd que c'est une bonne chose. Tout le monde sait qu'il y a un problème, il faut le résoudre. Il y a un problème mondial, c'est que les langues maternelles sont en train de se perdre. Et c'est le patrimoine de l'UNESCO, le patrimoine culturel, devons faire quelque chose. C'est d'abord le premier constat. Donc nous sommes en plein problème, nous sommes en pleine situation où les langues internationales sont de tuer les petites langues. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si on continue, si on ne fait rien pour ce fléau, on va perdre les langues locales, donc on va perdre l'identité, ce qui fait l'instrument de cohésion, l'instrument d'identification de ces langues. Alors, on perd chaque jour des langues et on risque de ne pas pouvoir les reconstruire. C'est ça le problème d'abord. Donc c'est un problème mondial. Maintenant, il faut poser le problème différemment, M. Fana. Le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est une perte d'apprendre notre langue? Nous sommes en Afrique et la situation globale, c'est que la plupart des gens sont bilingues, sont une situation multilingue. C'est un avantage extraordinaire. Les gens parlent 2 ou 3 langues. Et il a démontré que quand une personne parle 2 ou 3 langues, elle peut encore parler plus facilement d'autres langues. Et quand il parle une langue, quand la personne ne parle qu'une seule langue, elle s'appauvrit, elle a moins la capacité d'apprendre d'autres langues. Donc, c'est plutôt, il faut poser le problème différemment. Est-ce que c'est un avantage d'avoir 2 ou 3 langues? Oui. Est-ce que c'est un désavantage d'avoir une seule langue? C'est un désavantage. Donc, nous sommes dans une situation naturelle où tout le monde est multilingue. Vous parlez un peu quand même la langue de votre mère ou de votre père. Tout le monde ici parle un peu sa langue. Même s'il ne parle pas assez bien, il parle un peu. Mais il suffit qu'il y ait un instrument ou un centre de dynamisation ou de revitalisation de cette langue, ils vont parler naturellement. Donc, il faut poser le problème différemment. Est-ce une richesse d'apprendre d'avoir une autre langue ou pas? Dès qu'on pose le problème, on dit oui, d'accord, il parle une seule langue. Je n'ai aucun problème. Oui, vous n'avez aucun problème, c'est votre droit. Mais c'est un dommage, vous vous appauvrissez. Être pauvre, c'est une bonne chose? Bien sûr que non. Vous voulez être meilleur, vous voulez avoir de meilleures capacités à parler d'autres langues. Je pense que c'est vraiment qu'il faut voir la chose. Sinon que tout le monde dise, oui, j'ai une seule langue, donc c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. La médiocrité peut être soutenue. Mais c'est dommage. Je pense que justement, c'est là c'est quelque dommage. Oui, je vous comprends parfaitement, professeur, mais c'est aussi par dépit qu'on le dit, parce que ceux-mêmes qui le disent tous les jours ne font rien dans ce sens pour qu'on apprenne une autre langue. Est-ce que, M. Yao Edo, est-ce qu'aujourd'hui, nos langues sont des modèles de développement? Bien sûr. D'abord, il faut se dire qu'aucune langue n'est supérieure à une autre. Hein. Donc, qu'elle vienne du nord ou du sud, toutes les langues se valent, en tout cas au niveau linguistique. J'aurais été d'accord avec vous, malheureusement, j'aurais été d'accord. Je vais vous faire perdre le fil de votre analyse, mais j'aurais été d'accord avec vous si en Afrique, dans nos pays, on ne nous faisait pas porter le symbole aux gens, tout simplement parce qu'ils ont parlé leur ethnie. Oui, mais là, c'était des personnes qui ont voulu simplement, comme il le dit, hein, nier nos langues et montrer que nos langues... autrement, pas avec le symbole cette fois-ci, mais autrement, on n'apprend pas nos langues. Mais oui, et ça, la faute nous incombe. Ce n'est pas autrui, c'est nous-mêmes. C'est important que nous sachions que nos langues, quand je dis qu'elles valent les autres, ça veut dire que autant on peut utiliser les autres langues pour la science, la recherche, la technologie, autant les langues africaines également peuvent jouer ce rôle-là si l'on investit dans la recherche de ces langues-là pour leur permettre de parler ce langage informatique et de la technologie. C'est possible. Donc, par essence, toutes les langues se valent, par essence. Ça, je dis bien par essence. Si, vous avez dit. Oui, mais oui, c'est pour cela que je dis on est dans l'hypothèse. Je dis que la faute nous incombe, nous, les Africains, qui n'y croyons pas beaucoup, on l'a dit tantôt. C'est important que nous investissions dans nos langues en nous disant qu'elles sont pareilles que les autres. Simplement, les autres ont investi dans leurs langues pour les doter de technologies pour qu'elles puissent jouer le rôle qu'elles jouent. Elles sous-tendent leur économie. Vous savez, si on arrive à faire de nos langues, et à faire en sorte que nos langues parlent le langage informatique, à faire en sorte que nos langues soient utilisées dans l'administration, soient utilisées dans le commerce, etc., dans les écoles, etc., on arrivera aux choses. Par exemple,
il parlait tantôt d'environ 2000 langues en Afrique. Sur les 2000 langues, est-ce que vous savez combien sont utilisées en Afrique, à l'école? Environ 176. Il y a 176 langues qui sont utilisées dans les systèmes éducatifs en Afrique. Sur 2000? Sur 2000. Et sur ces 176, seulement 5% au niveau du supérieur, où on a encore des pays comme le Nigeria, où on utilise le Yoruba à l'université pour enseigner les mathématiques, etc. Mais c'est des cas rares. C'est des cas rares. Et il faut aller vers cela. Il faut aller vers cela. Et la seule façon de sauver nos langues, vous savez, vous avez dit tout à l'heure que quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui ne parle pas sa langue, vous ne voyez pas en quoi ça fait la différence. Mais justement, ce qui est la langue va au-delà de ce qui est perceptible. La langue, la maîtrise de sa langue, c'est pour traduire ses émotions et sa créativité. Et donc, une personne qui a été élevée dans une langue, qui apprend une autre et qui s'exprime dans cette langue-là, on le dit souvent, hein, traduire, c'est trahir. Donc, cette personne qui réfléchit dans sa langue maternelle et qui traduit cela dans une autre langue pour les besoins professionnels, elle n'arrive pas à exprimer la plénitude de ses pensées, de ses émotions et de sa créativité dans cette langue de traduction parce qu'elle a trahi l'authenticité de sa pensée. J'ai envie de dire que je comprends l'aspect émotionnel, mais je suis encore mal à l'aise pour dire que je constate, et comme il a dit, qu'on n'apprend pas nos langues à l'école, on ne va pas au supérieur avec, on ne va pas à l'ENA avec, on ne va pas à l'université avec. Parce que ce qu'on dit, mais on fait autre chose. Mais bien sûr. Mais justement, on fait autre chose. 50 ans d'indépendance pour nos pays, mais on est toujours dans la même logique. Mais vous savez, vous parlez de 50 ans. Dans la réforme de l'éducation du Mali en 1962, c'était clairement marqué que le Mali prendra toutes les dispositions pour que les langues maliennes soient utilisées à l'école. Déjà en 1962. C'est-à-dire, déjà aux indépendances, l'Union africaine le demandait. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, ça fait plus de 50 ans, on n'avance pas. Mais pourquoi? Il y a des gros handicaps qui sont posés à cela. D'abord, je vous le disais tantôt, c'est nous-mêmes les intellectuels qui n'y croyons pas et qui ne faisons rien pour promouvoir ces langues-là. Il est important que chaque pays puisse se doter d'abord, ça c'est le premier pas, d'une politique linguistique claire qui montre la place des langues dans l'éducation, dans le commerce, dans l'administration. Et ça, c'est le premier pas. Quand un pays ne s'est pas doté d'une politique linguistique claire et qui montre que cette langue-là, outre l'administration et le commerce, doit être enseignée à l'école, parce que l'école, c'est le meilleur moyen pour pérenniser et pour valoriser les langues. Très bien. Avant d'arriver à vous, professeur, Madame Diaby, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord que l'État de Côte d'Ivoire, sans accuser véritablement, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas mis en place la politique qu'il faut pour que nous puissions parler nos langues? L'État de Côte d'Ivoire, bon, je dirais que il y a eu d'abord un début avec l'introduction des langues déjà à l'école. Il faut dire que c'est un début qui mérite d'être, des réflexions méritent d'être menées pour pouvoir faire avancer les choses. Donc c'est déjà un début pour l'État d'avoir accepté d'introduire les langues déjà dans le système éducatif. Et l'école intégrée, il y a quelque chose en vue dans ce sens-là? Oui, il y a quelque chose en vue dans ce sens. Il faut dire que l'école intégrée a été créée depuis 2001. Et nous sommes à 20 écoles pilotes dans les régions de la Côte d'Ivoire. Et dans ce sens-là, le ministère est en train de mener des réflexions pour pouvoir passer de stade de projet à programme, pour vulgariser cette manière d'enseigner. Et lorsque vous regardez les choses, vous pensez qu'on va vraiment dans le bon sens? On va dans le bon sens. Il faut y croire. Il faut y croire. Au rythme souhaité? Il faut y croire. Il faut y croire parce que les langues maternelles constituent un support pédagogique incontournable pour nos enfants. Mais j'ai envie de dire, on n'a même pas d'alphabet. Bien, je me trompe complètement. Si. Très bien. Là, j'ai touché à quelque chose. Voilà, avant de commencer le projet, il y a eu le professeur Awa sur il va confirmer certainement. Voilà, il va confirmer ça tout à l'heure. Il y a nos langues sont codifiées. Nous avons un syllabaire de nos langues. L'alphabet que nous avons, A, B, C, D. Oui, effectivement. C'est à nous? Non, on a notre syllabaire. Ou bien là encore, on l'emprunte. On a notre syllabaire. Très bien. Et quand on voit le syllabaire en langue, M. Awa est bien placé pour intervenir là-dessus. On a nos syllabaires, nos langues ont été codifiées, nos langues sont capables d'être enseignées.
Très bien. Et professeur, elle vous a passé la main. Hein? Mais c'est vrai, absolument. J'aimerais d'abord rendre hommage à tous mes collègues qui ont travaillé sur le projet de codification des langues ivoiriennes. Et donc, effectivement, et d'abord le professeur Jérémy et d'autres collègues qui sont mis ensemble depuis des années et qui sont arrivés donc, à codifier. Donc, aujourd'hui, nous avons un alphabet des langues ivoiriennes qui tient compte de toutes les complexités des sons. Donc, il faut le savoir qu'il y a beaucoup d'ONG, malheureusement, qui créent leur propre alphabet. Il faut faire très attention. Nous avons aujourd'hui un consensus national sur un alphabet qui existe, qu'on peut utiliser pour toutes les langues. Alors, tenez-vous bien, M. Fofana, les langues ivoiriennes sont même souvent plus complexes que les langues européennes. On a des langues ici qui sont plus compliquées que l'allemand au niveau de la prononciation. Il y a des langues qui ont des implosifs, surtout la séquence. Alors, il ne faut pas imaginer. Alors, c'est tout ce qu'on a pensé au XVIIIe siècle. Il y a quelqu'un qui disait que les langues ivoiriennes, les langues africaines sont des langues assez simples. Mais c'est tout le contraire. On sait aujourd'hui que, du point de vue de la syntaxe, du point de vue de la grammaire, du point de vue de la phonologie et de la phonétique, les langues africaines sont même plus complexes que les langues européennes. Ah oui. Donc même plus compliquées. Donc c'est une prouesse de parler une langue africaine. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait à la télévision, une jeune qui dit, mais le BD, je ne peux pas parler, c'est trop difficile pour moi. Vous avez entendu? Effectivement, si on perd trop de temps, si on donne trop de temps aux enfants pour apprendre des langues telles que le BT ou certaines langues, ou le Yakuba, ou le Dan, je ne suis pas sûr qu'à 18 ans, ils arrivent à parler, parce que la langue est très complexe. Donc il faut commencer assez tôt, tellement ces langues sont un grand niveau de complexité. Donc c'est pour dire que c'est essentiel. Il y a une grande fierté à parler une langue nationale, une langue africaine, parce qu'elles sont complexes, et il n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent en parler. Donc il faut en profiter. Et très bien. Le temps va très, très vite, donc on va avancer en parlant d'autres choses. Les Ivoiriens, et là je m'adresse tout de suite à M. Adoua, les Ivoiriens peuvent-ils ou bien veulent-ils avoir une langue sans heurter les susceptibilités des uns et des autres? Au Sénégal, on parle Wolof, en RDC, Lingala, ailleurs, autre langue. En Côte d'Ivoire, est-on capable de le faire? Ou bien il n'y a pas de nécessité? Les deux questions à la fois. Oui, merci pour la question. Je voudrais dire que quand il y a la volonté, il y a le pouvoir. Et pour répondre de façon directe à votre question, je voudrais me référer à un proverbe sénophone qui dit que l'enfant ne marche pas sans faire 4 pattes. Et cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, il y a un débat autour de la question. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas possible d'avoir une langue nationale. Mais on n'a qu'à s'informer autour de nous comment les autres ont procédé. On peut toujours avoir. Mais notre souhait serait qu'on aille doucement. Et que on ne brusque pas les choses. Dans un premier temps, il est bon de commencer à enseigner dans les régions et progressivement, la nature ayant horreur du vide, une langue va forcément émerger. Mais concernant la nécessité aussi, aujourd'hui, la plupart des responsables, des cadres que nous rencontrons, mais nous présentent leur désarroi. Quand ils se retrouvent à des colloques, au moment où les autres frères, leurs autres collègues se retrouvent pour faire des conciliabules dans leur langue, eux, ils sont condamnés à parler français. Et donc, il y a une nécessité. Et cette nécessité n'est pas seulement du point de vue communication, mais c'est du point de vue aussi de la cohésion, de la paix, en tout cas du brassage des cultures. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt à avoir une langue commune. Et ce n'est pas du tout difficile pourvu qu'il y ait la volonté. Je sais que jamais il n'y a eu une telle initiative sans couac au départ. Si vous prenez la France, si vous prenez l'anglais, avec la France, avec le roi François Ier, il y a eu des problèmes au départ, mais il a réussi à imposer la langue. Vous prenez l'anglais, c'était au XIVe siècle, avec le roi Édouard III. Toujours, ça a été un problème au départ, étant donné que la langue était un moyen de possession du monde, mais chacun lutte pour que sa langue puisse être maintenue. Madame Diaby, votre avis, c'est quoi sur la question? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Ivoiriens sont capables de dépasser cela? Est-ce qu'il y a une langue qui émerge, qui est en avance sur les autres, qu'on pourrait adopter? Est-ce qu'on y pense? Tout à l'heure, M. Ido parlait de l'importance des langues. Toutes les langues se valent.
Toutes les langues sont importantes. Donc on est déjà d'accord là-dessus, toutes les sur langues l'importance sont des langues. importantes. C'est tellement Et pour important faire qu'on le n'arrive choix pas à d'une avoir une langue, pour nous. pour faire le choix d'une langue, je pense que des débats, des réflexions doivent être menées. Il faut qu'il y ait une concertation nationale pour décider du choix d'une langue. Et ça, c'est vraiment une volonté qui incombe au gouvernement. Madame Diaby, je suis obligé de dire que jusqu'à présent, on n'y pense pas. En tout cas, on n'en a pas entendu parler. Ce n'est pas quelque chose de secret. On devait pouvoir en parler pour que chacun puisse y participer. Mais ce n'est pas le constat que nous faisons. Je parie que dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura pas de langue pour la Côte d'Ivoire. Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi, depuis un certain moment... Moi, j'ai raison parce que jusqu'à présent, on n'a aucun élément qui nous dit qu'on va dans ce sens. Oh, oui. Mais si, je voudrais, au niveau des actions de l'État, indiquer que le ministère de la Culture, voilà, pour la première fois, en tout cas, vient de prendre l'engagement, au nom du gouvernement, justement, de mettre en place un comité interministériel qui va réfléchir sur les stratégies pour l'enseignement de nos langues. Mais là encore, je suis d'accord avec vous que cela manque de réelle conviction, même si c'est bon à prendre, parce que c'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas, on prend à bras le corps cette question. Et je vous me donne l'occasion d'attirer l'attention de M. le ministre de la Culture et de la Francophonie sur la question, parce que nous, les acteurs au niveau des langues maternelles, nous nous sommes sentis un peu frustrés, dans la mesure où nous considérons, bien que nous nous considérions comme étant les missionnaires de cette commission, nous avons eu une seule place au sein de ce comité. Très bien, non, je pense que ça, c'est possible que ce soit réglé. Il suffit seulement que vous approchiez le ministre, vous allez trouver la solution ensemble. Monsieur Ido Yao, est-ce que, de façon objective, est-ce que ce n'est pas illusoire d'ailleurs de penser à cela? Avoir une langue pour la Côte d'Ivoire, une autre langue juste à côté du français. Permettez-moi tantôt de répondre, de réagir à votre précédente question à madame. J'ai eu l'honneur de rencontrer le ministre de la Culture et madame la ministre de la Famille très récemment. Et nous avons discuté de la question des langues dans les familles et de la question de la langue comme nécessité à soutenir pour sous-tendre le développement et redonner aux cultures et aux langues leur place dans le développement. Et je dois dire que les deux ministres sont très engagés et le gouvernement, de manière générale, a appuyé justement la promotion des langues et des cultures ivoiriennes pour leur permettre de jouer réellement leur rôle dans tout le processus de développement. Je crois que là, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, votre question, à savoir si c'est nécessaire, je pense, nous à l'UNESCO, nous ne pensons pas qu'il soit indispensable que chaque pays ait une langue nationale à parler. Pour nous, la diversité est une richesse. Si de manière naturelle, des pays ont pu avoir la chance d'avoir une langue qui est parlée par 80, 90% ou 100%, 80% comme au Sénégal, le Wolof, vous l'avez dit tantôt, le Lingala 90% en RDC, et même 100% en RCA, où tout le monde parle le Sango, c'est une chance que ces pays-là ont eue. Mais en même temps, nous disons que le plus important dans un pays, c'est de faire en sorte que toutes les langues, quelles qu'elles soient, et même pas les langues majoritaires, même les langues minoritaires parlées par 10 personnes, que chaque langue puisse avoir sa place, que chaque langue puisse être connue, reconnue, valorisée et utilisée pour sous-tendre les cultures de cette langue-là. Oui, on est déjà dans ce cas de figure, chaque langue est respectée, c'est ce que je pense. Mais justement, ici par exemple, le Mali ou le Burkina, ils ont une soixantaine de langues comme la Côte d'Ivoire. Ils ont ciblé 10 langues qu'ils instrumentalisées et qu'ils utilisent à l'école. Ces langues-là sont codifiées. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a choisi aussi un certain nombre de langues qui vont être codifiées et utilisées à l'école. Vous savez, ça coûte très cher que de codifier les langues, produire le matériel didactique, former les enseignants. Ça coûte énormément cher. Mais quand la volonté politique y est, on y va. Et là, des pays comme la Côte d'Ivoire ont fait le choix d'un certain nombre de langues parlées par un certain nombre, une partie importante de la population, codifier ces langues et les utiliser à l'école. Mais les autres langues ne doivent pas rester en rade. Il est important, et ça le ministre de la Culture dit qu'il va y travailler, que les langues, avec l'appui de l'UNESCO, que les langues minoritaires, elles également puissent être identifiées et promues.
Donc, le fait de parler une seule langue, pour nous, ce n'est pas un objectif forcément à atteindre. La diversité est une richesse. D'accord. Professeur, si on devait y penser, est-ce que ce n'est pas trop tard? Je pense que Mme Diaby l'a dit tout à l'heure, les choix des langues nationales sont des choix d'ordre politique. Ça dépend de la volonté politique. Il y a des choix naturels, tels que le cas du Wolof, où c'est la langue véhiculaire, où tout le monde parle Wolof, ou c'est le cas aussi en Centrafrique, ou dans la zone du Congo, où le Lingala est la langue naturelle. En Côte d'Ivoire, nous avons un problème, c'est que nous avons une université, il n'y a pas de langue vraiment dominante. Au Bénin, vous avez le Fongbe qui est parlé naturellement. Vous allez au Ghana, il y a le Twi qui est naturellement adopté. La Côte d'Ivoire constitue un point un peu différent parce qu'il y a une diversité, il n'y a pas de langue vraiment dominante. Ah, il n'y a pas de langue vraiment dominante. Mais on peut considérer que la Côte d'Ivoire est un quadrilatère. Vous avez 4 grandes ethnies. Vous avez d'un côté les Akans, si vous voulez. Vous avez de côté, en haut, vous avez les Sonofo, vous avez les Malinké, et puis vous avez aussi de côté le Krou. 4 grands groupes. Donc à partir de là, les choses sont un peu plus faciles à voir. C'est-à-dire que vous avez 4 grands groupes. Donc, il est facile de penser à 4 grandes langues nationales qui domineraient dans chaque domaine. Mais comme j'ai dit, comme le collègue vient de dire, ce n'est pas vraiment une priorité. Parce que déjà, au niveau du pays, il y a des choix qui ont été faits. Je pense que l'option d'une langue nationale, c'est une option lointaine, mais qui ne sera pas totalement rejetée, mais qui sera aussi envisagée pour faciliter la communication. Parce qu'il y a des langues qui sont naturellement véhiculées. Prenez par exemple le Djoula, qui est une langue qui est un peu partout. Elle n'est pas exclue. Mais on peut choisir 4 grandes langues nationales comme moyen de communication. Mais je vais dire, ça n'a rien à voir avec la valorisation des langues elles-mêmes. Je parle en termes de langue nationale, ce qui est différent. C'est notre niveau de choix. Et c'est une option que les pays font et qu'ils ont fait aussi au Burkina et ils l'ont fait aussi au Mali. Dans la Côte d'Ivoire, peut-être le seul pays qui ne s'est pas encore engagé dans cette voie. Et vous avez par exemple, même au Libéria, il y a une langue nationale qui s'est dégagée aussi. Mais la Côte d'Ivoire constitue un cas d'exception. Mais je pense que si nous avons, parce que dans le décret qui a été signé en 1977 pour la Côte d'Ivoire, il a été dit que les langues nationales doivent servir d'instrument de cohésion et d'unité nationale. Si ce décret qui a été signé est dans cette option, évidemment, la langue peut contribuer à l'unité nationale. Puisque si quelqu'un apprend votre langue, il se rapproche de vous. Et on perdrait un peu les différenciations qui sont à la base de conflits ethniques. Et je pense que sans perdre l'essentiel ou la valeur de chaque langue, on peut aller vers une langue nationale ou vers des langues nationales pour favoriser la cohésion nationale et l'unité. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager. D'accord, une question rapide, professeur, avant de changer de thème. Souvent on dit Djoula, ce n'est pas une langue, c'est Malinké, c'est Bambara, c'est Manding. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on doit dire? Bon, là c'est clair. Quand on n'a pas de langue, tout le groupe Malinké est sous le groupe Manding. Le Manding, c'est la langue, c'est ce qu'on appelle le Manding. Ou le Mandé, n'est-ce pas? Mais la culture s'appelle Malinké. C'est comme Akan, c'est l'ethnie. Et puis le côté linguistique, on appelle l'Ankwa. Donc il y a une différence très claire. Pour nous, linguistes qui sommes des spécialistes, nous considérons qu'il faut faire une différence entre langue et ethnie. Et quand on dit Djoula, c'est? Djoula, c'est la langue. Ce n'est pas l'ethnie. Mais bien que là encore ça pose problème, parce que là il ne sait pas trop, je pense que je demandais au collègue qui peut mieux le dire. Mais Djoula, je crois que c'est souvent une connotation qu'il faut donc voir aussi. Les experts considèrent qu'on ne doit pas parler de Djoula parce que c'est quelque chose qui désigne, c'est l'appellation externe des personnes qui sont en dehors de la langue. C'est comme par exemple certaines personnes disent hébrier, mais eux-mêmes ne s'appellent pas hébrier, ils s'appellent les Tchamantian. Juste une réaction rapide par rapport à ça et puis on va changer. Oui, M. Yaouidou. Non, en fait, les Maliens et d'autres linguistes disent que le Djoula est considéré en quelque sorte comme un dialecte du Manding dont il a parlé. Quand on prend le Mandinka, bon, il y en a qui disent Mandinka, Mandinka pour parler en Bambara, mais le Mandinka, donc le Djoula est une des variantes du Mandinka, du grand Mandinka en fait. D'accord. On est tous d'accord, on peut donc continuer. En tout cas, ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que le Djoula, c'est la langue des commerçants, la langue commerciale. Et donc, c'est pour ça que... Vous comprenez pourquoi il y a une confusion dans la matière. Ouais, c'est pour ça que Djoula veut dire commerce. Voilà, très souvent, quand on aborde la question du choix des langues, on rejette totalement... Djoula veut dire commerçant en quelle langue? Djoula, le commerçant, en quelle langue? Djoula, ça veut dire c'est le commerçant. Voilà, et donc... J'ai envie de savoir en quelle langue tout le monde. Taboussi, je crois. Taboussi, voilà. Taboussi, c'est quand on désigne la langue. Mais Djoula, c'est une appellation ethnique. Très bien, j'ai bien compris. Maintenant, on va aborder le dernier sous-thème. Il ne reste plus que 26 minutes.
Comment sauver nos langues maternelles en Côte d'Ivoire? Est-ce à l'État ou aux parents ou encore à ceux qui ne parlent pas du tout leur langue de le faire? Menons déjà la réflexion avec Herman Niamien. Le ministère de l'Éducation nationale envisage d'introduire les langues maternelles dans l'enseignement. Si à l'origine, le projet avait pour objectif de faciliter l'apprentissage en milieu rural, aujourd'hui, l'enjeu est de faire en sorte que la jeune génération s'intéresse aux langues nationales. Et pour y parvenir, l'engagement de tous est indispensable. Les parents apprennent à leurs enfants à parler les langues maternelles et les emmener à réfléchir aussi en langue maternelle. Introduire les langues maternelles à l'école. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une académie. Les gens sont prêts à former des gens. Il faut introduire comme on introduit l'anglais, l'allemand, l'espagnol, on introduit la langue maternelle. Il faudrait que dès le bas âge, depuis le jardin ou le primaire, on apprenne déjà à parler la langue maternelle et que ce soit quelque chose qui soit enseigné même au niveau supérieur. La langue est le support principal de transmission du savoir. Pourtant, les langues ivoiriennes ne sont pas écrites et donc pour assurer leur suivi, il faut un engagement national. Très bien. Alors, la question est posée. Je commence par Mme Diaby. Comment promouvoir nos langues? Comment les sauver? Tout de suite, quand on vous pose cette question, vous pensez à quoi? Tout de suite, quand on pose la question, je pense aux parents d'abord, qui doivent parler la langue à leurs enfants et pérenniser aussi le projet qui a commencé à faire l'enseignement dans la langue. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut qu'on introduise la langue maternelle à l'école. C'est déjà fait.